Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'être là avec Julien Bec. Je le laisserai se présenter peut-être après. Moi, je suis Grégoire Lesourd, donc directeur de création et associé de l'agence Troisième Voie, qui est née, je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux, de la fusion du groupe Jet, qui est encore ici, de WebID, et d'une autre agence qui s'appelle Synchron. On est basé à Metz. Et on est ravis d'être là ce matin, parce qu'on aborde un sujet que l'on traite très souvent pour nos clients et les entreprises qui viennent nous voir, qui nous consultent, qui est la marque. C'est une très grande thématique et on a voulu ce matin en fait, travailler un peu sous forme d'atelier, c'est-à-dire de proposer un moment de réflexion et surtout de proposer des méthodologies et des clés un petit peu activables de comment réfléchir autour de sa marque. Donc la question qu'on pose, je ne sais pas si vous m'entendez bien avec le micro, ouais. La question qu'on pose, la problématique posée ce matin, c'est finalement est-ce que la marque est toujours ou sera un levier de performance, on verra de quelle performance d'ailleurs, pour les entreprises et puis aussi pour les écosystèmes économiques de manière générale. On vous propose un petit peu ce déroulé, c'est-à-dire qu'au début on va essayer de définir qu'est-ce que c'est qu'une marque, surtout qu'est-ce qu'une marque aujourd'hui, et les marques comme nos sociétés et systèmes, disons, d'organisation économique, elles ont beaucoup changé, notamment ces 10 dernières années et ces 20 dernières années avec la révolution évidemment de l'Internet et du numérique. On va se poser la question de finalement comment la marque peut nous aider à être performante dans quel domaine. Et après on va passer dans des outils un petit peu pratico-pratiques pour vous donner des méthodologies, un cadre de réflexion aussi pour la marque, puis on finira par des échanges parce que c'est aussi ça qui va être intéressant, c'est que vos questions, c'est pour ça qu'on est sous un format un peu d'atelier, vos questions vont aussi nourrir la réflexion de ce matin. Alors quand on dit marque, ça appelle déjà un univers. Alors je pense que pour beaucoup d'entre vous, on dit marque, on va penser à Apple, on va penser à Nike, on va penser à ces grandes marques symboliques qui traversent finalement le temps, les générations, etc. Mais aujourd'hui, pour le marketing, pour la communication et puis pour les entreprises, il y a beaucoup de mots qui sont associés à la marque. On parle de stratégie de marque, on parle de valeur de marque, on parle évidemment d'identité de marque, auquel souvent on accroche uniquement le logo, mais il n'y a pas que ça. On parle de marque ombrelle, on parle de marque fille, on parle aussi de personal branding, on va revenir là-dessus, c'est très intéressant le changement de prisme qu'il y a eu là-dessus, de marque repère, de marque distributeur, etc., de territoire de marque. Donc il y a plein de mots qui sont accolés à une notion qu'on a beaucoup de mal à définir. Donc je vais vous poser la question, pour vous, c'est quoi une marque ? Si vous deviez en donner une définition, un mot auquel vous l'attachez, c'est le moment de m'aider. Hein. Vous prenez un petit peu la parole pour... Une référence. Ouais, une référence. Ouais, ça c'est intéressant, ouais. Ouais. Une réussite, je dirais. Ah, une réussite. Donc elle a un objectif quantifiable. Ok, une réussite. Intéressant. Alors, à ce moment-là, une histoire. Ah, une histoire. Ça j'aime bien. Ouais. Storytelling. Un narratif, ouais, un storytelling, ok. Une stratégie. Une stratégie. Ok, ouais, vous voyez, on commence à dessiner en fait un cadre où finalement la marque, c'est un endroit. Moi j'aime bien dire qu'une marque, c'est une émanation d'une entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise, c'est une société. D'ailleurs le mot société est assez intéressant. Et une marque, ça va être son corollaire. C'est-à-dire c'est quelque chose, je vais tout de suite utiliser le terme, c'est un individu que l'entreprise va créer pour représenter l'entreprise et pour parfois représenter plusieurs segments de l'entreprise, plusieurs produits de l'entreprise, plusieurs gammes, etc. Donc effectivement, nous on avait mis quelques mots attachés autour de la marque. On va retrouver la référence que vous avez citée au début, très intéressante. On va retrouver un nom de code. J'aime bien aussi ça dit quelque chose de l'histoire, c'est un emblème, c'est un signe. C'est quelque chose qu'on porte, c'est quelque chose qu'on peut même revendiquer.
Et puis, ça va être une garantie, une référence autour d'un savoir-faire, etc. On va se plonger là-dedans, on va essayer d'un peu étayer et de comprendre un petit peu cet écosystème-là. Tu prends la définition. Merci. Oui, vas-y. Ok. Alors, ça c'est une... Julien Beck, pardon, je me suis pas présenté avant. Je suis directeur conseil chez Troisième Voie et je m'occupe du planning stratégique. On a essayé de définir, on a commencé à définir un peu ce qu'était la marque. Ce qui est important, c'est les définitions un peu académiques. On commence souvent par ce sujet-là. Et là, c'est la définition de l'Institut national pour la protection industrielle. C'est un peu l'origine de la protection de marque. Et pour l'INPI, la marque, c'est un signe qui sert à distinguer deux services. Donc si on part sur cette définition-là, c'est ce qui suffit à différencier deux produits qui, à valeur technique, sont identiques. Sur ce sujet précisément, n'importe quelle entreprise qui produit des sodas peut produire ce type de soda gazeux. Donc ça, c'est le point de départ de différenciation. On constate assez rapidement qu'il y a d'autres éléments que le nom, que la marque qui vont rentrer en ligne de compte. Ici, ça peut être un attribut, un contenant particulier qui peut permettre déjà de différencier deux produits qui, à nouveau, à valeur technique, peuvent sembler identiques. Alors, quand on passe sur un étage supérieur, on a avant tout un contenant emblématique, un packaging. Chaque produit est packagé de façon à refléter son identité. Et évidemment, quand on y ajoute un logo et un nom, on a vraiment deux produits qui, en tout cas à titre visuel, sont clairement identifiables, clairement différenciés. Donc c'est intéressant de passer de deux produits qui sont quasiment identiques à valeur technique à des choses très différentes. Et cette différenciation, elle va aussi se prolonger dans la communication, les territoires, les campagnes emblématiques. Alors pour les moins de 40 ans, le monsieur à gauche, c'est celui qui a amené les cadeaux avant qu'on donne des iPhones en primaire. Voilà. Pour la deuxième, il faut avoir connu les années 90. Donc ce territoire va se prolonger à l'ensemble des éléments de communication et également sur l'ensemble de l'imaginaire qui va être attaché à la marque, avec des territoires bien spécifiques. On voit ici un exemple sur le sponsoring sportif, avec deux angles vraiment très différents par rapport à une même activité sportive. Comment est-ce qu'on définit ces territoires? Donc voilà pour ces deux produits, vous l'avez vu, on est parti d'un produit indifférencié, à valeur technique égale, et on arrive aujourd'hui sur des imaginaires qui sont complètement différents et qui deviennent propriétaires à la marque. Ouais, je prends le micro. Alors, on vient de voir une définition du... Je pensais à ça ce matin en venant, un peu du bureau civil des marques, c'est-à-dire en 2024, je crois qu'il y avait plus de 90 000 marques qui ont été enregistrées à l'INPI. Ce matin, en venant aussi, je regardais ce kakémono. On est face à plein de marques, plein de couleurs, plein de logos, etc. Et qu'est-ce qui les distingue, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on comprend ce qu'elles font, elles ont une valeur, etc. Donc, on va reprendre le sujet du marketing maintenant, c'est-à-dire qu'on a une définition technique, disons, de la marque. Maintenant, on va prendre la définition à travers le prisme du marketing et de la communication, on aurait dû rajouter. Finalement, la marque, ça va être la perception collective qu'on a d'une personne, ça y est, on revient sur la personne, d'une organisation ou de produits pour une entreprise. Donc, c'est la somme de la valeur de son entité, de sa personnalité, de son caractère, et aussi de sa promesse, son why, pourquoi elle existe, pourquoi elle est là. Je voudrais vous montrer ce film, je pense que vous connaissez parce que dans le milieu justement de la communication et du marketing, le repositionnement de... alors juste avant, je vais parler tout à l'heure. Le repositionnement de Jaguar a été très très clivant. Je pense qu'on en a entendu et je crois qu'on est au début de la série parce que en ce moment il y a des questions qui se posent peut-être d'une agence qui va reprendre la suite de ça. Mais ce film, au-delà de on l'aime ou on l'aime pas,
donc c'est-à-dire au-delà de la subjectivité de l'imaginaire qui est proposé, je trouve qu'il dit beaucoup du travail qu'on doit faire autour de nos marques. Et quand je dis le travail, c'est le travail au-delà du narratif, c'est-à-dire le travail en profondeur pour positionner une marque. On regarde le film et puis on en parle tout de suite après. Voilà. Au-delà d'un nouveau logo, bon, qui fait beaucoup penser à Dyson, souvent on fait parler de ça, le cas est très intéressant de Jaguar. Pourquoi? Je ne suis pas un spécialiste de l'automobile, mais Jaguar a toujours nourri et comment dire, travaillé sa culture de marque autour de son héritage, de son excellence, et finalement de sa très très haute valeur ajoutée. Donc c'est-à-dire on est vraiment dans le luxe de l'automobile. Et elle opère là finalement un nouveau positionnement. Mais ce positionnement, il n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'elle nous montre quand même dans un film, au-delà d'un nouveau logo, elle ne nous montre aucune voiture. Rien. Il n'y a rien qui évoque techniquement la voiture. Il n'y a rien qui évoque l'héritage de Jaguar quand même. L'animal, ne serait-ce que ça. Redesigné dans un univers rétro-futuriste, etc. Ce film évoque un ADN, et c'est là où je veux en venir en fait. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une marque, c'est un individu. Si une marque, c'est un individu, elle a une personnalité, elle a un style, elle a un caractère, elle a parfois même des croyances. Et donc, Jaguar, je trouve, nous montre l'exercice de changer la marque, de déplacer la marque au-delà d'un nouveau imaginaire, dans un nouveau territoire. Et c'est un territoire, c'est pour ça que ça fait beaucoup parler, elle ouvre un territoire. Pourquoi? On en parlait justement rapidement hier au bureau, au judo. Julien fait des arts martiaux, c'est pour ça. Julien me disait, mais je pense que c'est une erreur de communicant, ce rebranding, c'est une erreur de territoire, c'est une erreur autour de la marque, etc. Moi, je lui dis, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que si on regarde un peu le marché de l'automobile, il y a des marques iconiques comme Porsche à côté, etc., qui, eux, font le pari de produire plus de véhicules, aller sur le marché du SUV, etc. Et Jaguar tente quelque chose. C'est-à-dire, je pense qu'ils ont une perte de vitesse sur leurs clients historiques, et ils essayent, d'une certaine manière, de mettre de la lumière, en tout cas d'ouvrir un nouveau champ dans la contre-culture et surtout s'emprunter de codes de l'art contemporain, du rétrofuturisme, etc. Donc elle fait le pari d'être en avance sur deux temps. Le temps de l'électrique où, au-delà des prototypes qui sortent chaque année, on voit les voitures du futur. Quand j'étais gamin, je pensais qu'en 2000, il y allait avoir des voitures volantes, etc. Mais bon, elles ne volent pas. Elles se ressemblent tous. Enfin, je veux dire, on prend un SUV Porsche, on prend un SUV chez Audi. Pour moi, c'est le même design. Donc, on vend autre chose. Et Jaguar nous montre des couleurs, nous montre des formes, nous montre surtout un état d'esprit. Arrêtez de copier. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça montre quelque chose de son ADN, ça montre quelque chose de sa personnalité. Évidemment, le prospect, je déteste ce mot, mais le prospect Jaguar ne va pas se faire une coupe de cheveux comme ça. Ne portera pas des costumes aussi colorés, aussi saturés. Mais ça va toucher quelque chose dans l'état d'esprit, les Américains parlent de ça, c'est le mindset, c'est-à-dire sa manière de vivre, sa manière de penser. Et on va lui dire, oui, tu es toi iconoclaste, tu es toi avant-gardiste. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On peut être entrepreneur dans la finance et être avant-gardiste. On n'est pas obligé d'être avant-gardiste que dans le domaine de la créativité. Et c'est là où c'est assez intéressant avec le cas Jaguar, parce qu'il nous montre comment, voilà, on arrive à positionner un ADN de marque. Et donc, si je fais le lien avec ce que je vous ai dit avant, un individu
ça a une colonne vertébrale, ça a un code génétique. Donc, ce schéma le résume assez bien. Dans ce code génétique, comme pour un être humain, il y a une date de naissance, mais il y a aussi tout un patrimoine familial, social, qui est embarqué. Mais après, un individu, eh ben, il a sa vie, en fait. Il va faire des rencontres sociales, il va faire des rencontres de groupe, il va avoir des connaissances, il va avoir tout un tas d'attributs qui vont le former, le faire grandir, etc. Mais souvent, un fil rouge. Alors, le fil rouge, ce n'est pas forcément le prénom, mais ça va être un état d'esprit. Et donc, attaché aux marques, on parle beaucoup de la raison d'être. Si on faisait le miroir, c'est se poser la question très analytique, et d'ailleurs même psychanalytique, de qui suis-je? Quand même une question existentielle. Et bien c'est la même chose pour les marques. Bon, ce qui est plus simple, c'est quand on se pose la question à soi-même, c'est très dur d'y répondre. Quand on pose la question à encore une fois une émanation, quelque chose qu'on a construit, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir façonner. Et on ne façonne jamais toutes les faces, pardon, la répétition, mais au même moment. C'est-à-dire que parfois on va être uniquement sur la personnalité, comme j'aime. On va travailler un moment très fort sur la promesse attendue, etc., etc. Donc c'est un cycle, on embarque un cycle très long autour de la marque. Ça peut paraître comme ça très théorique, très haut comme approche, mais je vous assure que dès le moment que vous intégrez cette notion que la marque doit avoir un ADN, doit être pensée comme un individu avec sa manière de s'habiller, sa manière d'être, sa manière de parler, sa manière de se représenter, etc., son engagement, on va le voir après, eh bien ça change tout à fait notre stratégie autour des marques. Alors, on va revenir peut-être sur des choses plus tangibles, en se posant la question, tout ça pour arriver à quelle performance? Je lui pique le micro, comme ça l'empêche de me couper quand je présente des choses, parce qu'il a toujours plein de choses à dire, Grégoire. On va revenir à la question initiale qui était que peut faire la marque pour votre performance. Alors, quand on parle de performance, il faut qu'on définisse un peu plus précisément quels sont vraiment les domaines dans lesquels la marque va amener de la performance, et vous allez le voir. On va en énumérer 6 ici, mais certainement c'est pas exhaustif. On commence avec le socle, on commence avec la base, qui est la performance commerciale, c'est-à-dire la base pour toute entreprise. Une marque qui est forte, une marque qui est reconnue, c'est une marque qui va être identifiée, qui va pouvoir être achetée, qui va être reconnue, qui va être réachetée, qui va même être réachetée même quand vous serez plus cher qu'un de vos concurrents, et qui permet ainsi une identification, un achat facile. La réalité, c'est qu'en plus, cette perception va continuer même sans que vous vous en rendiez compte. C'est-à-dire qu'en fait, votre cerveau essaye d'aller toujours au plus facile. Donc, face à un panel de marques, celles que vous connaissez, votre cerveau va s'orienter toujours vers la plus connue, vers celle que vous avez identifiée, sans même que vous en rendiez compte. Et c'est un effort psychologique et intellectuel que de commencer à comparer. Vous vous mettez en face d'un rayon, vous verrez très vite, vous allez directement aller vers ce que vous connaissez. Et c'est un effort de votre cerveau que de se dire « Ah, je vais comparer d'autres éléments, le prix, la taille, mon besoin ». Donc c'est la première des performances, c'est la performance commerciale. Donc la marque forte soutient cet élément-là. La deuxième, c'est la performance marketing. Quand vous avez une marque forte, il est plus facile d'innover. Il est plus facile de créer de nouveaux produits, parce que si vous deviez, à chaque fois que vous lancez un produit, recommencer tout à zéro, vous imaginez l'investissement et le coût systématique. Alors, c'est pour ça que la marque forte, on parle souvent de levier d'innovation. Il est plus facile d'ajouter une gamme, un type de produit, une déclinaison dans votre portefeuille quand vous avez déjà une marque forte.
Alors c'est probablement ce qu'ont dû se dire les gens de chez Stihl quand ils ont décidé de sortir des broussailleuses après avoir eu un succès sur les tronçonneuses. Ils se sont dit voilà, on va profiter de cet effet-là. C'est aussi ce qu'a pu se dire le marketeur de chez Kinder, de chez Ferrero, quand il a décidé de lancer le Kinder Pingui. Alors c'est assez clivant, hein. J'ai pris un exemple exprès, hein. J'aurais pu prendre les Mon Chéri ou les Bounty, mais ça c'est assez clivant. Voilà, donc la possibilité d'avoir un levier d'innovation avec une marque forte. Le troisième point, c'est la performance RH et l'engagement. Lorsque vous avez une marque forte, évidemment, le nom sur l'offre d'emploi est plus facilement reconnaissable, les talents sont plus facilement attirés vers vos offres, quoi qu'on pourrait discuter encore de ce point-là aujourd'hui avec une évolution forte du marché du travail, mais en tout cas, disons qu'on a un avantage certain. L'avantage de cette marque forte en termes de recrutement, c'est qu'elle va favoriser le contact avec les talents, mais en interne aussi, avoir une marque forte, c'est pas une garantie, parce que ça dépend quelle est votre politique RH, évidemment. Si vous avez une marque forte, mais que votre conduite en interne dans l'entreprise n'est pas en rapport avec ce que vous prenez, évidemment, c'est plus compliqué. Mais si vous êtes en lien, et c'est ce qu'on va voir, l'essentiel, c'est d'être toujours en résonance par rapport à cette identité de marque, eh bien, vous allez commencer à créer un sentiment d'appartenance, une fidélité et renforcer votre engagement en interne. Donc sur les RH et l'engagement, la marque forte est également un fort levier de performance. Le quatrième point, et c'est peut-être un des plus importants, avoir une marque forte, c'est une boussole en interne pour vos équipes. Quand vous avez réussi à définir ce qu'est votre marque, ce qu'elle veut dire, quelle est sa raison d'être, sa mission, l'ensemble des décisions à tous les niveaux est plus facile. Qu'elle soit commerciale, qu'elle soit RH, qu'elle soit financière, qu'elle soit sur l'ensemble de votre schéma de communication. Il est simple de se dire, si ma marque était un être humain, est-ce qu'elle dirait ça? Si cette action, cette décision, est-ce qu'elle est en ligne avec l'identité de ma marque? C'est une boussole interne, on l'a dit, mais c'est aussi un garde-fou. Est-ce que ma marque ferait cette action-là? Dans les prises de parole, on voit beaucoup de prises de parole de marque, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que ma marque est légitime pour prendre cette position-là? Est-ce que c'est en phase avec son ADN? Alors je vais vous donner un exemple que tout le monde connaît. Lors des journées internationales du droit des femmes, par exemple, vous avez vu un panel très très large de communication sur les réseaux. Il y a certaines marques qui auraient mieux fait de s'abstenir. Et systématiquement, là où les cas sont les plus intéressants, c'est quand le discours qui est porté est en ligne avec l'ADN de la marque. Et là, vous avez des choses qui sont vraiment intéressantes parce qu'on sort d'un cas généraliste, un espèce de marronnier en quelque sorte, et on rentre vraiment dans le discours et le rapport de la marque au monde. Donc la marque, elle vous sert aussi à l'ensemble des décisions qui vont structurer votre activité. Alors un point important, le cinquième point, à partir du moment où vous avez une marque forte, vous allez être questionné, ou mieux, vous allez vous questionner sur le rapport de votre marque par rapport au monde qui l'entoure, à son action, à son impact, à ses engagements. Et donc généralement, avoir une marque forte, ça vous entraîne très très vite à se poser les questions de la démarche RSE. Où est-ce qu'on se positionne? Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Qu'est-ce qu'on voudrait faire? Parce qu'il est très difficile d'avoir une marque forte et de ne pas s'impliquer sur ces sujets. Vous quittez le domaine de l'imaginaire, vous quittez le domaine du schéma de communication, et là vous êtes vraiment dans le rapport de la marque au monde. Voilà, donc ça c'est un
un levier essentiel à partir du moment où vous avez réussi à créer un ADN de marque. Il va évidemment avoir un impact sur votre performance RSE, votre responsabilité sociale, environnementale, éthique. Dernier point sur cette performance, on a la performance financière. Alors votre marque, c'est un patrimoine de votre entreprise. C'est un patrimoine immatériel, mais c'est un patrimoine. Et comme tout patrimoine, il évolue. Il peut être enrichi. Alors on est dans un lieu d'innovation ici. On peut parler de levée de fonds, par exemple. Votre marque peut être enrichie. Elle peut être prêtée, empruntée lors de franchises ou de contrats de licence. Et puis, comme toute vie de marque, elle peut aussi être vendue, elle peut être cédée. Et le fait d'avoir une marque forte, ça va évidemment la valoriser, ça va créer de la valeur financière. Et si un jour vous êtes amené à vendre cette marque, vous êtes amené à vendre votre entreprise, et il y a des schémas de valorisation qui existent, on va valoriser votre marque en fonction des investissements qui ont été consentis, en fonction de sa portée, de sa résonance, de son importance. À titre d'information, on a l'exemple ici de Louis Vuitton. La marque seule et uniquement la marque Louis Vuitton est valorisée aujourd'hui à plus de 30 milliards de dollars sur la marque. Donc, voilà. Ça fait cher le logo. Non, je vais juste revenir là-dessus. Enfin, de signes. Ce point-là est hyper intéressant. Enfin, il est important, je pense. Parce que depuis tout à l'heure, on parle, je pense, d'une manière très haute aussi sur les marques, le pouvoir des marques, etc. Bien. Aujourd'hui, on a, je prends le cas aussi à l'agence, beaucoup d'entrepreneurs et de sociétés qui sont très bien structurés, qui marchent très bien d'un point de vue économique et qui viennent nous voir en disant, ben voilà, en fait, évidemment, on n'a pas mis de moyens dans notre communication. C'est-à-dire, ils ont communiqué, etc. Ok, c'est pas grave, ça ne nous a pas ralenti dans notre développement, mais on a maintenant des ambitions business plus importantes. Et on se rend compte que là, on touche un plafond de verre. C'est-à-dire que notre marque, elle n'est pas installée. C'est-à-dire que notre marque, c'est nous les dirigeants, etc. Et on se rend compte que pour lui donner, pour faire changer l'entreprise de championnat, si je puis dire, on a besoin de ce vecteur-là, de ce véhicule-là, et donc il faut rattraper le retard. Et ça, c'est hyper intéressant. Comment on peut rattraper le retard? Et le retard, on ne le rattrape pas. Je vous le dis, le retard, on ne le rattrape pas. Par contre, parce qu'on a beau faire du bruit, le bruit, il est derrière nous. Donc, on retravaille souvent un positionnement. On retravaille ce positionnement et on accompagne à se dire, voilà, en fait, pendant 6 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans, on va arrêter de communiquer sous forme de coûts, ça fera le lien avec ce que Julien va vous présenter après. On va travailler sur de la notoriété. Ça fait bizarre de se dire ça, c'est-à-dire qu'en gros, je vais investir, pas pour vendre quelque chose, je vais investir pour créer mon territoire, pour créer mes valeurs, etc. Et c'est là où il y a cette notion de performance financière, parce que une société, elle a une valorisation économique, très tangible, et la marque, elle peut avoir une valorisation qui est non tangible. Et c'est pareil, je vous arrête tout de suite, c'est pas parce que vous avez 10 000 followers sur les réseaux, ou 100 000, etc., que votre marque, elle a de la valeur. Voilà. Si vous êtes sur un marché de niche, ou très spécifique, où vous avez, je n'importe quoi, 100 000 followers, mais c'est pas du tout l'audience qui est cherchée pour son développement, ça vaut rien. Si vous avez une marque, dans l'industrie par exemple, qui a, je sais qu'on aime beaucoup pour les côtés références de garantie, un ancrage très important sur un territoire, etc. Et que votre volonté c'est de vous développer en Europe, et que votre marque, vous ne pouvez pas la mettre en Italie, etc. parce que ça n'a pas de sens, ça n'aurait aucun sens. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est des questions à se poser. Et souvent, les entrepreneurs, ils se les posent quand? Ils se les posent à 1 ou 2 ans de la revente. Enfin, en tout cas, de la volonté de revente. Et donc, notre travail, c'est de rattraper ce train de retard. Et je vous le dis, on ne peut pas tout rattraper. Par contre, on peut consolider ce qui a existé, au-delà des entrepreneurs. Voilà, je voulais juste faire une parenthèse là-dessus. Très bien. Donc, vous voyez, au travers de ces 6 leviers, que tout ce qui est mis dans la marque,
ça n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un coût ou une perte de l'argent, du cash brûlé, mais c'est un investissement. C'est un investissement global qui va ruisseler sur l'ensemble des leviers, l'ensemble de votre performance, qu'elle soit commerciale, marketing, RH, organisationnelle, RSE et financière. Alors, ça peut paraître très simple, mais vous allez le voir que c'est très contre-intuitif. On va passer, et on va rentrer dans le détail, sur le guide pratique de la construction d'une marque forte, avec des petites choses à prendre et qui peuvent vous aider dans vos démarches ou dans votre réflexion par la suite. Alors, pour construire une marque forte, on n'a pas de recette magique, hein, mais on a un certain nombre, en tout cas on a une carte et un guide, un chemin, et si on passe par ces étapes-là, on pense que ce sera probablement plus facile. La première des choses, c'est de définir une plateforme de marque qui soit, et j'insiste, fidèle et différenciante. Votre plateforme de marque, elle va contenir les éléments tels que votre raison d'être, votre mission, la façon dont vous voyez les choses, pourquoi est-ce que vous avez lancé cette activité-là ou cette marque-là, et surtout, et c'est ce qui est très très important, et c'est ce qu'on rencontre souvent dans les problématiques d'agence, c'est cet aspect de différenciation. Aujourd'hui, on crée beaucoup de marques, Grégoire le disait, 91 000 l'année dernière déposées à l'INPI, et encore, certaines ne sont certainement pas déposées. Mais la réalité, c'est qu'il y a énormément de marques qui sont extrêmement communes, et qui demain, si elles disparaissaient, vous vous en rendriez probablement pas compte. À partir du moment où vous travaillez sur une marque qui est vraiment différenciante, où votre expression, votre raison d'être, votre mission, votre vision sont différenciants, vous avez une chance en plus. De ne pas terminer dans la masse, en quelque sorte, c'est être différenciant ou être ignoré. Une fois que vous avez effectivement défini cette plateforme, il est temps de créer le véhicule. Comment est-ce qu'on va visualiser cette marque? Qu'est-ce qu'on va comprendre? Alors c'est une identité. L'identité, je ne fais pas un dessin là-dessus, mais effectivement, qu'elle soit au travers du logo, qu'elle soit au travers de son ton, qu'elle soit au travers de sa sonorité, de sa représentation visuelle, de son iconographie, c'est ce qui va créer cette identité. Comment est-ce qu'on va la matérialiser? Ensuite, on va passer au développement des supports essentiels. Alors ce ne sont pas des étapes très très normées dans le sens où il faut absolument avoir fait la 1 pour faire la 2. Souvent, elles se nourrissent. Quand vous travaillez avec des équipes pluridisciplinaires, il y a des gens qui vont travailler sur la façon de visualiser votre marque. Elle va nourrir votre plateforme, votre identité. Ce sont des choses qui sont des domaines qui sont pour eux. Mais en tout cas, un des points importants, ce sera de développer vos supports essentiels. Alors là-dessus, on reçoit souvent des demandes où on nous dit voilà les listes de tous les supports dont j'ai besoin. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de comprendre quels sont les besoins essentiels, c'est-à-dire quels vont être les supports qui souvent sont les supports d'aide à la vente, qui sont les outils principaux. Et après, on va étoffer, on va créer votre galaxie de supports, souvent en fonction aussi des besoins au fur et à mesure. Bien sûr, on peut partir sur quelque chose d'assez large pour une société qui est très installée, et puis par contre, on peut progresser, commencer doucement, et parfois changer de cap, améliorer. En tout cas, les supports essentiels, on peut considérer que ce sont ceux qui vont vous aider à vendre dans un premier temps. Ensuite, on va passer au déploiement de vos campagnes. Et là, vos campagnes, ça va être dans quoi je vais investir de façon payante. Et je parle bien de campagnes payantes pour faire connaître ma marque, pour transformer mon audience. Donc ces campagnes-là, elles doivent suivre une stratégie qui est structurée, une allocation, un investissement. J'ai travaillé pour une société il y a quelques années et la première année j'avais un budget marketing, j'avais un budget de communication. Donc j'étais très content parce que je savais quel était le cadre et puis même s'il n'était pas très élevé, je savais que j'avais un petit peu d'investissement et qu'il fallait que je sois malin sur ce que je devais faire. La pire des choses, c'est de se dire on verra combien on investit. C'est de ne pas définir une allocation. Ça, c'est très compliqué pour tous ceux qui travaillent dans la communication et le marketing. Alors, on peut toujours partir de ce qu'on appelle le zero-based budget, c'est-à-dire je n'ai pas de budget. Comment est-ce que je fais le mieux avec pas de budget?
Ça, c'est une technique, on pourra en parler, on l'a tous vécu. Comment est-ce qu'on essaie d'être plus malin avec très peu de budget, mais en tout cas, le fait d'avoir une vision sur ce qu'on veut investir, ça évite de céder à des coûts, de se lancer dans des actions de communication qui sont des instantés parce qu'on nous a proposé un support et qu'on a cru ou qu'on a pensé ou qu'on a le sentiment que ce serait utile à un instant T. Effectivement, si on peut le structurer en amont, ça nous permet de savoir où allouer ses budgets. Donc ça, c'est le déploiement de ces campagnes payantes. Alors, à vous de définir quels sont les supports nécessaires, mais on va revenir après au support et au type d'investissement nécessaire, puisque ça, c'est vraiment une information importante, je pense, et utile à prendre. Pour durer au-delà de votre schéma de communication payant, et encore davantage si vos budgets sont restreints, il y a la mise en œuvre d'une stratégie de contenu. La stratégie de contenu, elle se déploie sur les médias que vous possédez, que vous avez gagnés, qui sont soit propres, soit sur lesquels vous avez une part d'audience qui est significative. Cette stratégie de contenu, on pourrait aussi en faire toute une intervention. Elle doit être différenciante, elle doit refléter votre marque, elle doit être basée sur les piliers les thèmes, les thématiques qui vous sont propres et sur lesquels vous amenez quelque chose. Et évidemment, si vous travaillez dans une entreprise qui vend de l'huile de moteur pour les voitures, je ne sais pas si parler de la météo, c'est quelque chose qui va rentrer dans votre pilier de contenu. Donc il faut travailler ces sujets-là. Je vous invite à vraiment travailler vos stratégies de contenu. Et le corollaire de tout ça, et le dernier point, et c'est sur ce point-là qu'on va insister, c'est le fait de continuer à investir dans votre marque, même lorsque les temps sont difficiles. On revient en arrière, la définition de l'INP sur les marques, elle n'est plus d'actualité, la définition marketing que vous a proposé Grégoire est beaucoup plus juste, mais aujourd'hui, quand on crée une marque, souvent, la problématique c'est qu'on va la lancer, qu'on va investir en notoriété au moment du lancement, souvent, et puis après, on va travailler sur de l'activation, principalement. Et c'est là où il faut être vigilant. Ça, c'est, je pense, un des schémas, si vous travaillez dans le marketing et la communication, qui est probablement le plus ignoré, comme on dit aujourd'hui, le plus sous-coté, mais qui est une vérité fantastique, et à partir du moment où vous avez cette idée-là en tête, elle vous obsède. Ce schéma, c'est un schéma proposé par Field and Binet, qui sont deux éminents marketeurs qui ont travaillé, c'est tiré d'une publication qui date de 2013, je crois, qui s'appelle The Long and the Short of It, donc le court et le long. Alors, on ne parle pas de sans sucre ou avec du lait, on parle bien de l'activation de vos marques. Ce que vous voyez en jaune, c'est la courbe de l'activation, c'est-à-dire les opérations commerciales que vous allez lancer, dans lesquelles vous investissez, qui vont être des opérations basées sur, c'est souvent de la promotion, donc avec un caractère très pragmatique, souvent orienté prix, vers une cible qui va être très ciblée, avec des éléments rationnels. Donc ça va être un cycle de promotion. Alors, c'est intéressant parce que vous le voyez, notamment en début de cycle, ça augmente, généralement ça augmente vos ventes. C'est l'objectif de ces promotions. Alors on peut mettre dedans l'ensemble des promotions cycliques, que ce soit les soldes, les Black Friday, les activations, les réductions, les coupons. Donc là vous avez une activation des ventes. En parallèle de cette activation des ventes, et vous voyez sur cette activation des ventes, on va monter par pic. Ce sont des pics que vous allez financer, sur lesquels vous allez faire travailler votre équipe, mais ça redescend aussi vite. En rouge, vous avez la courbe de la construction de votre marque. C'est l'investissement que vous allez mettre dedans. C'est l'ensemble des activités qui vont être, elles, à portée plus large. Souvent, on utilise les grands médias, plutôt classiques. On va être sur une audience qui est beaucoup moins ciblée. C'est-à-dire que là où le digital, par exemple, on pourrait imaginer
des campagnes sponsorisées en jaune, donc qui vont être très 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 ciblées pendant une durée déterminée avec un objectif. Mais à côté de ça, on va avoir des campagnes sur des plus grands médias, plus larges, qui vont construire la notoriété, audience plus large, avec un message qui, lui, va être beaucoup moins transactionnel, beaucoup plus émotionnel, et qui va reposer sur des éléments qui ne vont pas être des éléments rationnels forcément, dans le cadre, évidemment, de promotion, de choses comme ça. Et vous voyez que, bien sûr, les efforts de communication sur le court terme avec des activations de vente, ça fonctionne très bien. Mais sur le temps, vous allez vous rendre compte, et c'est un constat qui est fait depuis des années maintenant, que la construction de marque, c'est ce qui reste quand vous n'êtes pas en promotion. Alors évidemment, Grégoire parlait des sports de combat tout à l'heure, mais l'activation, c'est ce qui va faire que je vais acheter à un instant T parce que je suis à moins 30% sur un accessoire, sur un kimono, sur des protège-dents, j'en sais rien. Et en tout cas, c'est ce qui va se passer au moment où je vais vouloir acheter. Par contre, ce qui va rester en tête, c'est le nom de la marque et la construction qui va être faite. Par exemple, on parlait de sponsoring sportif tout à l'heure, c'est un exemple parfait de construction de marque à long terme. La construction de marque, c'est ce qui fait vos ventes demain, contrairement à l'activation qui fait vos ventes aujourd'hui. Alors, c'est problématique ce schéma parce que si vous travaillez dans la communication, dans le marketing, si vous gérez des budgets, vous voyez que les investissements ils sont souvent liés à l'activation et qu'on est dans une logique de retour sur investissement à très court terme. La réalité, c'est que la construction de marque et l'investissement que vous mettez dans votre marque, c'est ce qui fera vos ventes demain et c'est ce qui soutiendra votre commerce, même quand vous diminuerez, quand vous évoluerez sur votre activation parce que pour des restrictions budgétaires, des problématiques internes, etc. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à ce sujet. Alors on a un schéma d'investissement qui est rarement respecté, mais vers lequel on devrait tous tendre, qui est une proportion qui évolue selon les secteurs entre 60-40. 60% d'investissement, 40% d'investissement. Alors contrairement à ce qui semblerait évident, les 60% ne sont pas dans l'activation. Les 60% d'investissement sont dans la construction de votre marque. Si tant est que vous avez l'intention d'avoir une marque qui va durer dans le temps, évidemment. Si vous êtes sur un coup et que ça doit marcher très très vite et qu'après vous sortez du business, évidemment, l'activation c'est quelque chose qui va être privilégié. Dans les secteurs financiers, par exemple, on considère que ce ratio s'inverse, se pousse même jusqu'à 80-20. Pourquoi ? Parce que dans le secteur financier, la communication d'activation, elle est plus limitée, les produits sont beaucoup plus techniques et donc on va travailler beaucoup plus sur la construction de votre marque. Vous changez rarement de banque pour des raisons techniques. Vous changez souvent de banque pour des questions relationnelles, pour des questions de perception, pour de la projection, parce que l'image qui est envoyée par cet organisme financier est positive. Alors là, évidemment, le gros de l'investissement, il est fait sur la marque, il n'est pas fait sur l'activation. Évidemment, si vous êtes dans le retail, si vous vendez des biens de grande consommation, eh bien vous allez beaucoup travailler sur l'activation, mais néanmoins, on voyait l'exemple de grandes marques comme notamment Coca-Cola, eh bien vous voyez qu'il y a évidemment de l'activation au niveau du terrain, s'il y a des moyens, mais il y a énormément de travail qui est fait sur la construction de la marque depuis sa création. Alors comme le disait Grégoire, comment on fait si on n'a pas commencé sur la marque, quand on n'a pas commencé à investir sur la marque, qu'on s'est laissé emporter par la vente du produit et qu'à un moment donné, on a le sentiment que l'entreprise et la marque sont très éloignées l'une de l'autre. Comment est-ce qu'on rassemble ces choses-là ? Eh bien, il y a tout un process à mettre en place là-dessus. Mais voilà, je vous invite vraiment, si vous travaillez dans la communication et le marketing, à garder ce schéma en tête, parce que c'est très très difficile à expliquer aux gens qui ne travaillent pas dans ce métier-là, puisqu'on cherche un retour sur investissement immédiat. Mais la réalité, c'est que la construction de votre marque, c'est ce qui fait votre vente de demain.
Alors, on va continuer à être un peu, comment dire, dans les actionnables, comme les réseaux aiment bien le dire. Pour dire, bon, on ne va pas le répéter toutes les 10 minutes lors de la conférence, effectivement, c'est pas une option, c'est un impératif de travailler sur sa marque. On va travailler autour de la plateforme. Moi, je voudrais poser des questions autour de la plateforme de marque, ce qu'on va appeler. Je voudrais vous montrer quelque chose, parce que je pense que des fois, une image vaut mieux que des slides, des bullet points, etc. On parle de plateforme de marque. Une plateforme, c'est ça. C'est quelque chose. Une plateforme, par définition, ça bouge. Mais c'est toujours soutenu par quelque chose. Et nous, en communication, on dit que c'est soutenu par des piliers. Et c'est là où c'est important de se poser la question, et c'est là où moi je fais le pendant venant de la création. Étant directeur de création, on va aller chercher des choses beaucoup plus profondes, des choses beaucoup moins tangibles. Et donc, très 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 souvent, on n'est pas, quand je dis on, entrepreneur, chef d'entreprise, ou même communicant qui travaille depuis des années dans l'entreprise, on n'a plus le recul, en fait, pour travailler sur la marque. On n'a plus de perception extérieure, on n'a plus de regard extérieur. Donc, la première des questions stratégiques à se poser, c'est de se dire, quelle est la réelle perception de ma marque? Donc là, on va aller questionner les collaborateurs, des clients, des partenaires, etc. Et puis on va essayer de faire un peu une synthèse de tout ça. Et parfois, il y a des mots qui vont être donnés qui seront inattendus. Et ces mots-là sont peut-être, font partie en fait un peu de l'essence de la marque. Bien. Deuxième point, j'avais pris de l'avance en fait, ou pris de l'élan entre guillemets pour arriver jusque-là, c'est la question existentielle en fait. Pourquoi cette marque elle existe? Pourquoi cette marque elle existe encore aujourd'hui? Donc, on va questionner sa raison d'être. Après, en parallèle du travail marketing, on va dire très renseigné, très étayé, voire même un peu scientifique, on va se dire, ok, on a défini nos audiences. Moi, quand j'enseigne à l'université, les étudiants me présentent toujours les fameuses personas, etc. Mais qu'est-ce que ça dit? Ah oui, mais ça fait 100 ans qu'on est là-dessus, les personas, etc. Oui, ok, c'est simple de mettre des personnes dans des cases, mais on n'est plus dans ce temps-là. C'est qu'est-ce que le persona nous dit dans la société et nous dit par rapport à notre marque, par rapport à notre entreprise. Ça, c'est plus une question importante à se poser. C'est une question qui va au-delà de mettre un chiffre, un âge et, alors oui, une zone géographique aussi, etc. Ok, mais qu'est-ce qui est une tendance de fond? Quelle va être la réelle croyance derrière? Ça, c'est plus intéressant à le questionner. Évidemment, on va questionner la promesse de marque, la promesse produit, service, etc. Et la cinquième question est la plus importante, c'est de se dire, ok, j'ai réussi à rassembler tous ces éléments dans ce qu'on appelle un document unique, donc le document de la plateforme de marque. Je vais juste faire une parenthèse justement là-dessus après. J'ai un cadre de réflexion, et comment ce cadre-là, c'est pas juste j'ai fait le travail, c'est génial, et je laisse de côté et je continue à communiquer comme tout le monde, à faire du bruit, à céder à la tentation de mince, moi non plus j'ai pas fait ça, ah mince j'ai pas répondu à cette tendance, ah mince j'ai pas fait ça, etc. Mais qui est complètement hors de mon cadre là. Donc encore une fois, c'est un guide stratégique, c'est quelque chose qui doit être un garde-fou pour ma marque. Tout à l'heure, je parlais de plateforme qui bouge. Là, je parle de document unique qui synthétise la marque. C'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, c'est pas quelque chose qui est statique. La plateforme de marque et la marque, elle est vivante. Mais elle s'appuie bien sur quelque chose, les fameux piliers qu'on a évoqués, elle s'appuie bien sur quelque chose qui est structuré. Donc une plateforme de marque, elle se révise. C'est-à-dire qu'une plateforme de marque, on la retravaille. Alors avant, moi quand j'ai commencé ma carrière à Paris, les plateformes de marque, on en faisait, c'était pour 3 à 6 ans. Maintenant, une plateforme de marque, notamment dans des secteurs comme le retail, le prêt-à-porter, les voitures encore pire, on la révise chaque année pratiquement, parce qu'elle va venir s'aligner aussi sur le plan stratégique de l'entreprise.
Et quand je dis plan stratégique d'entreprise, c'est dans sa globalité. Les questions, évidemment, environnementales, les questions économiques, les questions politiques, géopolitiques aussi. Vous voyez ce que je veux dire? On est un corollaire de tout ça. Donc ça, c'est quand même important. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous avez, voilà, avant de rentrer dans le technique, c'est que la chance, maintenant, c'est qu'avec l'IA, en une petite matinée, vous pouvez faire tout ce travail-là. Mais alors, c'est génial, hein. Vous demandez, sortez-moi une plateforme de marque, trouvez-moi un nom pour ma société, trouvez-moi... Ouais, franchement, c'est super. Et en plus, souvent, les réponses sont très bien, hein. C'est structuré, etc. Et puis, on va avoir, je dénonce personne là-dedans, mais on va avoir des galaxies de marques, comme ça. On va en avoir plein, dans des secteurs et ça. Puis après, on va venir nous voir et dire, ouais, mais en fait... voilà, aller toquer à la porte de la communication pour dire, mais en fait, le problème, c'est que ça fait des années que je suis là, ok, j'ai une place sur le marché, mais j'émerge pas. Ah ouais. Pourquoi j'émerge pas? Parce qu'il manque ce truc. Alors nous, on aime bien dire que c'est le pas de côté, en fait, hein. C'est bien pour ça qu'on a appelé ça troisième voie, aussi, l'agence. Il manque ce truc qui n'est pas forcément... l'idée pour l'idée, ou le truc être décalé pour être décalé, mais c'est le truc qui va avoir un sens profond pour votre marque. Et ça, c'est hyper important. Quand je dis ça, c'est que je réponds aussi à la question que Julien pose au début, c'est que évidemment au début on n'a pas forcément, on a peur d'investir sur de la stratégie, sur du conseil. On a l'impression que mais bon, ok, j'ai un super document, j'ai un super guide, mais moi il faut que je communique, il faut que je fasse la prospection, il faut que voilà, ça fait un peu peur en fait au début, mais en même temps ça donne un cadre. Donc on va rentrer maintenant encore plus dans le détail. Ce qui est génial, c'est que aussi les outils d'IA vous permettent de faire tout ça, voire jusqu'à la création, voire jusqu'au logo, voire jusqu'en bref, tout un tas de choses pour, après encore une fois, qu'on revienne vers nous et dire en fait j'ai vraiment envie de faire de la création. Bah oui, parce que ça marche pas trop bien avec l'ADN de ma marque. On va parler de 3 piliers essentiels: un territoire visuel, une voix reconnaissable et des expériences et un sens. Là, c'est vraiment l'aspect plus créatif. J'aime beaucoup cette phrase, c'est on voit voir la marque avant de la lire. On reconnaît une marque finalement parce qu'elle a un univers qui est tellement puissant, tellement reconnaissable que tac, on l'accroche et le logo même ou le nom de la marque, on le lit dans le second degré. Donc on va parler de grammaire graphique, de langage graphique. Alors vous dites bah oui, c'est le logo avec sa charte graphique. Oui, d'accord. Le logo, une charte graphique, 2 couleurs, 3 traits, etc. Non, il n'y a pas que ça. En fait, il y a quelque chose qui se nourrit. Une grammaire, c'est pour construire des phrases, et donc on va essayer de mettre après des adjectifs, etc. Donc on va essayer de donner un peu d'épaisseur graphique, visuelle, sonore à notre marque. Évidemment, on va veiller à ce qu'il y ait une cohérence. Une cohérence, ça ne veut pas dire qu'on décline tout de la même manière, mais on va essayer d'adapter un petit peu. Bah oui, j'ai une charte graphique, mais quand je vais sur LinkedIn, peut-être que je peux parler de cette manière-là. J'ai une charte graphique, mais si je veux travailler sur TikTok, ma charte graphique, ça ne sert à rien d'être institutionnel, peut-être. Il faut que j'adapte les choses. Donc, on va travailler autour moi j'aime bien ce mot-là, du réflexe visuel. C'est-à-dire, à un moment, on va penser à un projet, et dedans, on va mettre un marqueur, quelque chose de saillant, qui nous rattachera quelque part à la marque. Rattacher à la marque, ça ne veut pas dire toujours de mettre le logo plus gros, plus fort, etc. C'est pas ça. C'est de trouver des attributs. Le deuxième élément, deuxième pilier, c'est la voix, VOX, qui nous est assez cher, évidemment. La voix, ce sont les mots, mais ce sont aussi les postures. Julien en parlait aussi, les prises de parole. Le community management est un très très bon exemple à ça. Alors évidemment, il y a Netflix qui est connu, notamment chez les jeunes, pour être très très bon sur les réseaux sociaux et très bien agir. Mais au-delà d'être très bons, ils sont vraiment dans une stratégie éditoriale qui est ultra maîtrisée. Hein. Je peux vous le dire, pour connaître le directeur des social media chez Netflix France. C'est très 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 calibré, on ne répond pas pour rien, enfin voilà, c'est très 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 ficelé, disons, dans l'approche. Et ce qui est intéressant, c'est que les réseaux nous permettent de pouvoir réagir en temps réel tout le temps, donc
d'être dans de la conversation avec nos audiences, avec nos clients, avec nos partenaires aussi. Mais c'est pareil, ça dit quelque chose de notre entreprise et donc ça dit quelque chose de notre marque. Posez-vous au moins la question de « tiens, j'ai envie de parler, j'ai envie que ma marque parle de cette manière-là ». Référence à, encore une fois, ma marque c'est un individu, comment elle s'exprime, comment elle s'habille, on a vu comment elle s'habille avant, là on voit comment elle s'exprime. Le sujet a été évoqué aussi avant, est-ce que ma marque, elle a une légitimité à réagir sur certaines choses ? Le fait de republier quelque chose des réseaux dit quelque chose de nous. Voyez ? Est-ce que la marque devrait ou doit s'engager peut-être sur des sujets de société, voire même peut-être sur des sujets politiques, parce qu'elle œuvre dans le monde réel, disons, moi j'aime bien dire ça, elle œuvre dans son action, dans ses partenaires, etc. Se poser cette question-là. Donc la voix, c'est encore une fois aussi la voix et son écosystème autour qui le nourrit. Et le dernier, qui fait le lien, c'est une marque. Une marque, ça reste quand même à un moment des expériences. Et ça, c'est important. J'ai pris le cas de Maïf parce que Maïf est un très beau cas de marque. C'est Maïf, donc l'assureur. Et ils sont, d'ailleurs, leur publicité et leur territoire graphique s'inscrit pas totalement dans l'hyper-personnalisation et l'individualisation, finalement, de leurs promesses, mais plus de manière très collective. Et ça, c'est assez intéressant de voir. De voir cette mécanique. Voilà. Donc la dernière partie, c'est qu'évidemment, la création permet de développer des univers, mais les univers, il faut se poser la question où on les fait vivre. Ça, c'est la synthèse de ce qu'on disait depuis le début. Un bon produit fait vendre, on va avoir de l'action. Une bonne marque, ça crée de la croissance. Une bonne marque, ça crée une histoire d'entreprise qui va vivre ses cycles, etc. Et la dernière slide, ça c'est un mot important que je veux qu'on retienne ce matin, enfin, en tout cas sur lequel on réfléchisse, c'est qu'une marque, c'est vivant. C'est une marque, elle est jamais fixe, évidemment, elle vit avec sa société, elle vit donc avec ses tendances, je crois qu'il y a eu une conférence aussi là-dessus, et elle ne cède pas à toutes les tendances. Et je voudrais peut-être qu'on finisse là-dessus, c'est qu'une marque qui émerge, c'est une marque qui aussi fait des choix, assume des choix forts. Il y a un exemple très... Et ne revoit pas son logo comme Jaguar. Ça je sais pas, ça c'est passé. Non mais il y a un exemple qui est un cas d'école publicitaire qui était Apple avec le Think Different. Je crois, pour ceux qui ont assisté à la conférence sur le storytelling, j'avais pris cet exemple-là, je crois aussi déjà. C'est quand ils ont sorti le film Think Different, en fait, Steve Jobs avait été en retard sur la production de ses Mac. Voilà. Et tout le secteur disait que de toute manière, les Mac, ça allait se casser la gueule. Enfin, comme quand il a sorti l'iPhone, tout le monde a dit. Lui, il a parlé de révolution, évidemment, personne n'y croyait pour les iPhones. Donc il était en retard et donc c'était l'agence TBWA qui s'est toujours occupée d'Apple, et en fait il a demandé aux communicants, aux publicitaires, et c'est là où quand même le trait de génie de cet homme, et il a dit en fait c'est simple, j'ai du retard mais il faut que je prenne de la place, donc vous allez m'écrire un film où on va montrer aucun produit et on va montrer un état d'esprit. On va montrer une raison d'exister, un mindset, enfin vous appelez ça comme vous voulez, mais en gros, un imaginaire. Et ils ont sorti le film Think Different. Si je le résume rapidement, c'est un film vignette qui reprend des personnes importantes de l'histoire. Donc on voit Gandhi, on voit Nelson Mandela, on voit Einstein, qu'est-ce qu'on voit, avec une iconographie à la orwellienne avec Big Brother, etc. Et ça nous dit juste que Apple va venir sur un marché en vous disant, nous, c'est un peu le message aussi de Jaguar, nous on n'est pas conformistes en fait, nous on pense différemment. Et vous avez un film qui fait 1 minute 30, qui a coûté beaucoup d'argent en termes de droits et en termes de médiatisation derrière, qui à aucun moment ne montre un ordinateur,
ou ce que va sortir Apple. Et cet exemple-là, il est génial, c'est parce que à l'époque on disait mais il est fou, non, il n'était pas fou, il savait qu'il allait créer un empire d'imaginaire derrière avec ça, et grâce à ça. Juste avec 2 mots, think different et Input. Voilà, donc on peut s'arrêter là-dessus, et on vous propose du coup un temps d'échange, parce que c'est là où c'est le plus intéressant, c'est de poser des questions et de réagir. Merci. Ouais. Je voulais le micro. Comme exemple, avec McDo et Burger King, tu sais, tu as Buzzman, Buzz Agency, qui prend en fait l'image de McDo, là, la dernière publicité récente, où il prend le camion avec le M, et qui vient s'intégrer dans un village. Du coup, est-ce que ça cannibalise d'autres marques, ou ça permet de... Tu vois, quand tu as les 2 marques du même secteur, en fait, l'un qui joue avec l'autre, est-ce que ça fonctionne pour l'un, pour l'autre, ou bien ça tue l'un, ou ça... Bon, moi, je suis assez clair sur ce sujet-là. Je pense qu'en fait, il y a 2 choses. Burger King, quand ils sont arrivés en France, il fallait qu'ils se fassent une place. Et en fait, ils n'ont pas cherché par 4 chemins. Ils se sont dit, bon, on va se dire que c'est nous les leaders, c'est nous qui faisons de toute manière le meilleur burger. C'est l'attaque du challenger. Ouais. C'est la technique bien connue de s'accrocher au leader pour remonter dans un marché, généralement. En fait, pour arriver à ça, ils ont mis le doigt sur les faiblesses de McDo. C'est que McDo a une com qui est très globalisée. C'est-à-dire c'est une com qui permet d'être déclinée à peu près partout dans le monde. C'était une grande tendance des années 2010. Et donc Burger King est allé sur le trait d'humour, la comparaison, le coût publicitaire, le coût de l'idée aussi, très très fort. Et en fait, il y a un 3e acteur dont on ne parle pas, c'est KFC. Et en fait, leur travail de se renvoyer la balle, de s'attaquer, etc., les nourrissent comme les 2 leaders incontestés en fait, du marché. Et le vrai challenger, c'est KFC. Et KFC n'arrive pas à avoir sa place là-dedans. Donc je pense que, pour répondre très concrètement à votre question, je pense que ça fait du bien aux 2 marques. Parce que Burger King, ça leur a permis d'installer leur territoire de l'autodérision. D'ailleurs, très bon exemple pour Burger King, le logo dessiné par les enfants quand ils font des pubs. Voilà. Alors, des fois, vous travaillez sur des marques, puis on vous dit alors, on a une charte graphique, il faut que le logo soit comme ça, il faut utiliser ça. Ouais, d'accord, ok. Et là, on va faire une communication pour les enfants. On va le faire dessiner par les enfants. Ah, surtout pas, on peut pas. Voilà. En fait, si vous le faites, c'est drôle, ça marche, on le retient. Donc, il faut un peu de courage, il faut beaucoup de pédagogie, mais c'est quand même important, voilà, de se poser ces questions-là. Donc ouais, pour répondre à vos questions, non, je pense que ça cannibalise pas du tout. Ça permet aussi de mettre un coup de fraîcheur dans la com de McDo qui permet de répondre, souvent, parce que je sais pas si vous avez vu, le combat avait commencé au début avec les panneaux. Voilà. Donc non, je pense que ça fait du bien et ça vivifie les 2 marques. Et puis de toute manière, ça part aussi de l'insight de consommateur qui est qu'il y a des gens qui préfèrent vraiment un McDo qu'un Burger King. Mais ça nécessite néanmoins un gros travail de création intellectuelle, parce que à partir du moment où vous vous attaquez au leader sur un marché, il faut être plus malin que lui. Ou en tout cas, il faut trouver les failles, il faut trouver l'expression créative qui ne va pas juste vous faire passer pour celui qui tape sur le gros. Parce qu'au final, ça risque même de vous desservir. Si c'est quelqu'un qui est installé, qui a une audience, vous, en tant que client, s'il n'y a pas ce côté smart, malin qui a développé Burger King, taper sur un concurrent pour taper sur un concurrent, vous passerez rapidement pour le grincheux de la bande. Et c'est là où il faut être vraiment créatif. Oui, et puis, c'est ça, effectivement, il y a un temps de réactivité aussi qui est hyper important. Et puis, il y a un temps de médiatisation. C'est-à-dire que là, on parle de 2 marques qui ont des moyens de faire vivre très très rapidement et d'activer très rapidement des idées. Si vous le faites, si la question se pose pour un entrepreneur en disant tiens, je vais me marrer de mon concurrent et que j'ai pas un pouvoir un peu de diffusion et d'activation et des idées qui ont un peu de souffle derrière, ça peut vraiment faire flop, quoi. Voilà, voire même pire, quoi. Alors, bonjour. Bonjour. Moi, je suis entrepreneur dans la rédaction web sur Metz.
J'ai un logo C'est ça. qui est à l'origine de la marque, en quelque sorte. On ne vous avec, entend pas bien, sinon. Merci. Donc, je disais, oui, j'ai un logo qui est à l'origine de ma charte graphique. J'ai mes couleurs, j'ai mon univers graphique que j'utilise peut-être davantage pour le print actuellement. Et donc à l'intérieur de ce logo, de cette charte graphique, il y a les initiales que j'ai stylisées dans un cercle. Et vous parliez de propriété intellectuelle tout à l'heure, un peu, vous parliez du fait de protéger sa marque. Je me demandais si dans mon cas spécifique, j'avais quelque chose à craindre à ce niveau-là. Parce qu'avec mes initiales, je veux dire, j'ai peut-être moins facile d'aller me chercher un conflit éventuel en termes de propriété. Si vos initiales sont élevées, vous voyez, vous pouvez être valorisé à combien? 66 millions 30 milliards. 30 milliards. À craindre, non. Il n'y a rien à craindre. Vous pouvez le déposer. Après, la question qui se pose plus, c'est la distinctivité. Ouais, puis après, c'est ce qu'on appelle les marques patronymes. Donc, les marques patronymes, c'est intéressant si vous voulez transférer un peu votre marque après et caler. Mais les marques patronymes, ça marche très bien pour Vuitton, parce que ça a embarqué toute une histoire industrielle aussi derrière. C'est plus compliqué quand c'est sur des micro-entreprises ou des entreprises. Voilà. Et puis, la question à se poser, c'est qu'il y a un moment où des entreprises, des sociétés, elles grossissent très vite. Et donc, comment, finalement, les collaborateurs ou les partenaires qui vont venir s'approprient aussi un petit peu l'essence. Justement, on se travaille autour de la marque pour se l'approprier. Quand c'est pris dans un patronyme, c'est plus difficile, je pense. Alors, il y a deux choses sur le dépôt de marque. La première chose, c'est de parfois vérifier soi-même, grâce à la base de l'INPI, si la marque existe déjà, sur les classes que vous voulez protéger. Puisqu'évidemment, si vous êtes dans la communication, vous n'allez peut-être pas protéger, ça va coûter de l'argent, protéger la classe sur l'agriculture, par exemple, les produits agricoles. Et puis, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir s'il y a une possibilité de dépôt. Vous parliez d'initiales. S'ils ne sont pas liés à une représentation visuelle spécifique, probablement, ce ne sera pas possible de le déposer. Même pour avoir vécu les choses, quand je travaillais pour une marque qui faisait du sportswear, le fait de vouloir déposer certains noms, à partir du moment où ils sont trop génériques, c'était une marque qui faisait du running. Bon, pour ceux qui font du running, la marque, l'idée de dépôt, c'était kilomètre 42. Donc 42 comme la distance approximative d'un marathon. Oui, c'est 42 195. C'est ça. Mais l'idée, c'est que par exemple, cette marque, elle est pas déposable. Parce qu'en fait, c'est trop générique. Et donc, la problématique du dépôt de marque, c'est que si elle est générique, il faut qu'elle soit déposée en marque et modèle, il me semble. Ça nécessiterait d'être backé par un responsable juridique. Mais globalement, si votre marque est trop générique et qu'elle n'a pas d'attributs graphiques, visuels déterminants, différenciants, ce sera impossible pour vous de la déposer et de la protéger. Par contre, pour toute question de dépôt de marque, vous pouvez faire une première recherche vous-même et après, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'un avocat spécialiste en protection intellectuelle. Il y en a, on en connaît certains très bons à Metz et qui vous accompagnent dans le dépôt des marques et surtout font les recherches pour vous dire est-ce que c'est déposable, est-ce que c'est pas déposable. Parce qu'il y a des gens qui font des dépôts qui finalement sont refusés par l'INPI parce qu'en fait, c'est pas suffisamment différenciant. Et aujourd'hui, comme le disait Grégoire, on est à 91 000 dépôts de marque par an à l'INPI. Combien ont été refusés? Certainement un grand nombre, mais ça fait énormément de marques. Donc évidemment, à un moment donné, il y a forcément des traits communs si vous ne l'exprimez pas en termes graphiques sur les marques et modèles. Voilà, Et pour être même encore plus précis techniquement, le site de l'INPI maintenant est ouvert. C'est-à-dire que vous pouvez vous-même faire le dépôt. C'est pas très cher. Pour déposer les premiers plis de dépôt de marque dans les 300 €. Et voilà, ça vous pouvez le faire de vous-même. Vous n'avez pas forcément besoin de passer par un conseil juridique pour ça. Et vous pouvez faire effectivement, si en plus vous avez un graphique qui est différent, enfin voilà, un logo et que vous voulez, pour raison même personnelle, le déposer, vous avez tout à fait. Et c'est même, intéressant de le faire, quoi. Voilà. Vas-y. Est-ce que c'est possible d'avoir une marque forte
Est-ce que c'est vraiment possible d'avoir une marque forte sans un produit fort et inversement? Est-ce que c'est possible d'avoir un bon produit si on n'a pas un bon marque? Genre, je pense à Netflix en fait. Est-ce que Netflix, ils ont vraiment besoin d'avoir une super marque alors qu'ils ont un produit et tout le monde va le regarder, peu importe la marque? Enfin, je me pose la question. Ouais, oui, alors je commence dans quel sens? Est-ce que c'est possible d'avoir une marque forte et un produit faible? Malheureusement, oui, et on le voit trop souvent. Franchement. Je pense à plein de choses. Je pense à cette génération d'entrepreneurs qui montent des business. En 2 ans, ils arrivent à disrupter, comme ils disent, le marché, parce que c'est simple. En fait, quand ils montent le business, ils mettent tous leurs moyens dans le market et la com. Je pense à Made, par exemple, Made.com, qui a fermé en 3 ans, non 5 ans. Je pense, et c'est le même fondateur, pour ça que je vais continuer à parler de lui, je pense à Typology. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque de beauté, de cosmétiques, qui est venue avec un univers apothicaire moderne, etc., très très épuré. Moi, aujourd'hui, je n'utilise pas ces produits, mais je me pose la question de la qualité du produit, etc. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'ils viennent avec un imaginaire. Donc ils arrivent à construire des marques très très fortes dans des temps très très courts aussi. Hein, ça dit autre chose de ce qu'on dit ce matin. Mais le produit, ouais, je sais pas. On sait pas sur les qualités de produit. L'inverse, en fait, ça marche quand on est en niche. C'est-à-dire quand on est en niche, on n'a parfois pas besoin de travailler énormément sa communication de marque, sa notoriété de marque, parce que le secteur, en tout cas le groupe dans lequel la marque elle évolue, il y a une reconnaissance de savoir-faire, il y a une reconnaissance de technique, etc. Maintenant, encore une fois, la marque c'est un levier aussi d'innovation. Quand je dis innovation, c'est d'investissement aussi, c'est-à-dire de développement. C'est-à-dire que parfois, il y a des marques qui sont très reconnues sur des marchés, sur des zones géographiques, puis qui se disent je vais aller m'exporter. Et donc d'exporter, c'est comme si d'un seul coup on allait refaire le travail en amont. Et donc là, il va falloir parler de ce savoir-faire, il va falloir parler de cette technicité. Alors franchement, c'est bien, nous, communicants, quand on travaille avec des marques comme ça, parce qu'on a réellement quelque chose à dire. On peut réellement parler d'une technique, Enfin voilà, c'est génial, on parle de la preuve, on parle de l'existant. Et donc c'est à nous de faire une marque forte avec cet appui-là. Je fais un peu une réponse de Normand dessus, mais... Je vais compléter ce que tu disais sur le produit qui fonctionne et une marque qui est faible. En fait, si votre produit fonctionne, peut-être parce qu'il y a une technicité ou parce qu'il est très utilisé, mais que votre marque ne dit rien, en fait, vous faites le travail pour toute la catégorie. C'est-à-dire que généralement, ce sont des produits qui vont être utilisés, mais qui peuvent être facilement substitués s'il n'y a pas une image de marque derrière. À partir du moment où quelqu'un va proposer un produit équivalent, avec la même valeur technique, peut-être moins cher, si vous n'avez pas une marque forte derrière, pourquoi est-ce que je resterai sur votre produit? Et en fait, c'est tout l'intérêt de développer cette force de marque, c'est ce que je disais avec l'aspect commercial, la performance commerciale, tout simplement. C'est qu'on va continuer à travailler avec votre marque, travailler avec votre produit, potentiellement même lorsque d'autres produits moins chers, avec d'autres éléments, arriveront sur le marché. Donc c'est l'intérêt, et c'est d'ailleurs souvent aussi, on le voit, des gens qui lancent des marques, qui fonctionnent, qui sont très appréciés parce qu'ils ont des capacités techniques, parce qu'ils font des choses que d'autres produits ne font pas, mais à un moment donné, le jeu de la concurrence fait que d'autres acteurs arrivent sur le territoire. Il est rare que vous soyez monopolistique, ou en tout cas que vous ayez toute l'attitude sur un sujet. D'autres vont arriver, vont vous challenger. Si votre marque n'est pas suffisamment développée, j'ai aucune raison de rester avec vous, parce que l'imaginaire, ou en tout cas la réflexion que vous avez développée chez moi, la relation avec la marque, indépendamment de ses caractéristiques techniques, elle n'existe pas. Donc je vais passer sur un produit différent. Ouais, et puis, je réagis aussi à ça, parce que ça n'a pas été évoqué lors de l'atelier là, mais c'est quand même hyper important. Ne pensez pas que les marques, elles ont le pouvoir qu'elles avaient, en fait. Il y a un truc là-dedans aussi. Hein.
C'est-à-dire que ces 50 dernières années, les marques ont eu beaucoup de pouvoir. Elles étaient sur des logiques très verticales. C'est-à-dire d'un seul coup, quand Nike faisait quelque chose, tout le monde portait un Nike ou choisissait Adidas, etc. Enfin, il y avait quelque chose de très vertical. Ça, c'est fini. Parce qu'il y a plus de marques, parce que les marques, elles se développent beaucoup plus vite, etc. Et dans ce cadre-là, et ça rejoint la question qui est posée, une marque qui amène une grande promesse, il faut qu'elle ait des preuves vraiment derrière. Mais réellement. Parce que le consommateur, il est devenu très acteur de sa consommation, il cherche, il regarde, il a accès à l'information. Et on sait aussi qu'on est dans une ère où on surréagit aussi surtout et qu'une marque peut être détruite en 3 heures, quoi. Parce qu'il va y avoir... regardez Perrier, ce qui se passe avec Perrier. Perrier, c'est un cas typique, quoi. Perrier, c'est un cas typique. Une marque très très forte, et là, c'est fini. Alors, c'est fini, elle va se taire. Alors, elle a communiqué, elle a fait un manifeste avant, après, etc. Vous verrez, elle va se taire pendant quelques années, puis elle va renaître. Voilà. C'est l'exemple de Tesla aussi. Comment ? L'exemple de Tesla. L'exemple de Tesla, ouais. Tu as mis un autocollant Toyota derrière sur ta Tesla, c'est ça? Non. C'est quand même très emblématique aussi, cette capacité. L'exemple de Tesla, c'est quand même très, très emblématique. Une marque qui peut être détruite en très peu de temps par un incident, par un épiphénomène, bon là, justifié ou pas. Par le fait de son fondateur. Oui. Il faut séparer les deux. Alors Tesla, c'est bien aussi parce que ça permet de réagir sur une partie dans l'atelier. On ne pouvait pas tout traiter, on a essayé de traiter aussi des choses d'un point de vue très pratique. Au début, j'avais évoqué le personal branding. Bon, ça c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on aurait pu commencer la conférence là-dessus, c'est-à-dire qu'avant, et ça va rejoindre aussi cette logique de verticalité des marques avant, c'est-à-dire avant on portait des marques. Je portais une chemise, s'il y avait un crocodile dessus, c'était Lacoste, quoi. Donc je portais un état d'esprit Lacoste. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, nous, on est des marques. Nous sommes des marques. Nous sommes des médias et nous sommes des marques. Pourquoi ? Vous avez, je pense, 99% de la salle, 100% peut-être, a des profils sur les réseaux sociaux. Donc vous avez un profil. Vous avez une profile picture, c'est votre logo. Vous avez une description, c'est votre état d'esprit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez tout ça. Donc en fait, on est des propres marques. Et c'est là où c'est intéressant. Tesla, c'est une marque, Elon Musk, qui a monté une marque, qui est une communauté, Tesla, avec un état d'esprit, etc. Et les deux sont, à mon sens, beaucoup trop imbriqués. Et comment dire, et là, pour le coup, il y a un problème de cannibalisation, voire c'est même pas un épiphénomène, c'est-à-dire c'est le fondateur et la marque, en fait. Et au point où, si on achète une Tesla aujourd'hui, on n'achète pas forcément qu'un véhicule, on achète aussi une sensibilité au monde, voire même une position politique, quoi. Et ça, c'est intéressant de se poser cette question-là. Alors moi, j'en profite d'avoir un micro déjà pour vous remercier sincèrement pour la qualité de votre intervention. Merci. Une véritable expertise dans votre domaine, certes, mais vous avez aussi su nous montrer des compétences pédagogiques et didactiques. Donc ça, c'était quand même important de le souligner. Moi, j'aimerais bien revenir quelques secondes sur l'incise Jaguar. Certes, on a compris que elle était très originale et ça devait susciter chez nous, j'ai bien aimé votre expression, notre imaginaire, mais maintenant en termes de retour, est-ce que cette campagne a été efficace et est-ce qu'on a suffisamment de recul pour avoir des chiffres, des retours sur ce que vous nous avez montré? Moi personnellement, elle m'a laissé un petit peu presque indifférent. On n'est pas tout à fait d'accord, Grégoire et moi, sur le sujet, et tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a encore des zones d'expression et que le marketing et la communication, même si c'est une science humaine, ça ne reste pas une science exacte et qu'elle peut susciter des visions différentes.
Par rapport au retour, je ne pense pas que... Alors évidemment, ça a fait beaucoup parler. Par rapport au retour tangible sur les ventes, j'ai pas de vision. Moi, ce qui m'a le plus, et là où je vous rejoins, ce qui m'a le plus dérangé, bon, il y a déjà un élément, moi je suis un fervent partisan d'annihiler cette tendance du blending. Alors si vous faites quelques recherches sur le sujet, vous verrez, c'est un terme qu'on utilise pour la transformation des logos de toutes les marques vers quelque chose de digitalisé, parce que c'est horizontal, ça passe sur tous les supports, c'est headless, c'est-à-dire que vous allez le retrouver sur un site, sur une application, sur un poster, mais on perd, et Burberry par exemple, je prends l'exemple de Burberry, a fait la marche arrière. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont partis sur quelque chose qui est devenu très technologique, c'est-à-dire un logo qui perd tous les attributs, le chevalier, etc. Ils sont revenus en arrière parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, perdaient énormément de leur ADN en faisant ça. Jaguar, c'est aussi, alors pour l'identité, c'est aussi un logo, c'est aussi une image. Dans cet exemple-là, on part dans une marque qui devient une marque technologique. Ça pourrait être appliqué, et donc on perd cet ADN-là qui était celui de la marque. Ensuite, par rapport à la cible, moi la vraie question que je me pose, c'est par rapport à la cible. Effectivement, qui achète Jaguar aujourd'hui? Qui va acheter Jaguar demain? Alors, Grégoire là-dessus a complètement raison, dans le sens où l'image de Jaguar, son passé, c'est une très bonne base, mais est-ce que ça suffit à faire en sorte que les gens dans le futur, les nouveaux possesseurs de Jaguar, s'identifient à ce qu'était l'élégance british, hein. Jaguar, c'est ça, je parle de Burberry, mais qui est un peu plus démocratisé, mais c'est ça, c'est cette élégance british-là, ce côté un peu, alors même si maintenant les véhicules sont très modernes, mais on y attache encore quelque chose de la conduite intérieure, quelque chose d'un peu classe, même de très classe. C'est presque quelque chose, un peu comme presque Rolls-Royce, mais qui est, même si Rolls-Royce est beaucoup plus bling-bling, on va dire. Mais Jaguar, c'est quelque chose d'un peu inatteignable pour la plupart d'entre nous. Ce type de véhicule qu'on a quand on est d'une descendance, quand on a beaucoup d'argent ou quand on a très bien réussi sa vie. Est-ce que les codes, alors l'art contemporain c'est évidemment des codes liés au luxe, est-ce que ces codes-là sont en phase avec la projection même des nouveaux acquéreurs de Jaguar? Est-ce que en fait les nouveaux acquéreurs de Jaguar, les plus jeunes, cherchent pas justement Jaguar pour ce côté traditionnel? C'est une vraie question de positionnement, en fait, c'est une projection de ses clients dans la marque. Et là-dessus, on n'a pas tout à fait la même vision. Non. Après, bon, là, je vais parler à titre très personnel. Moi, je pense que... Enfin, en fait, je salue... Moi, Jaguar, j'aime les vieilles Jaguar. Franchement, j'aime vraiment ça. Pour moi, c'est la classe absolue. C'est beau, il y a de la matière. Pour moi, c'est ça, quoi. Le luxe, pour moi, c'est ça. Mais en fait, je salue cette campagne à un titre assez simple, c'est que... Elle est osée. Et c'est quelque chose que je veux vous partager aussi, parce que je pense que ça dit beaucoup de la marque. C'est courageux, en tout cas. Ouais, voilà, c'est le courage. C'est une notion qui m'est chère, le courage. Parce que je trouve qu'on est dans un temps, au-delà des outils, où on cède trop à la tentation de faire ce qui marche ou de faire ce qu'on voit. Et notre rôle, je pense, pas le marketing, mais ça c'est une guéguerre, parce que moi je me suis toujours battu face au marketing, en termes de budget, en termes de... Voilà. Mais nous, notre rôle de communicant, c'est plus d'ouvrir des imaginaires, mais c'est d'avoir le courage d'ouvrir des narratifs, de regarder la société, comprendre des tendances de fond, et de se dire, allez, on va aller là-bas. Et on va essayer, et on va regarder ensemble ce qui va se passer, etc. Et je trouve que Jaguar, là-dessus, est très fort. Enfin, en tout cas, le courage d'assumer ça est assez fort. Je pense que d'ailleurs, ils sont même allés beaucoup plus haut au début, et ça finit comme ça, c'est souvent comme ça. Et je salue ça, parce que, je veux dire, à titre personnel, j'en ai un peu marre de voir toujours les mêmes choses dans les mêmes secteurs, de voir toujours des images lissées. Alors avant, c'était souvent des images qui venaient de l'Ouest et qui étaient déclinées en IMA, quoi. Et maintenant, on a des images qui sont ultra globalisées partout, quoi. Enfin, c'est-à-dire, vous faites un événement, c'est un sujet pour nous en ce moment, vous faites un événement sur la blockchain, par exemple,
Si vous regardez les visuels au Japon, en Chine, et les visuels aux États-Unis, en Europe, c'est la même chose, quoi. On a lissé beaucoup de nuages. Donc moi, dès qu'il y a un grain, une nuance, quelque chose qui est, hop, qui ouvre un autre schéma, je trouve ça intéressant, je trouve ça courageux. Et souvent, on dit justement iconoclaste, avant-gardiste, ces grands mots pompeux et très très égocentrés d'ailleurs. Mais les marques, c'est un peu leur rôle, quoi. Merde, c'est à elles d'ouvrir des champs pour faire suivre derrière. Et Jaguar, là, pour moi, fait une position de leader. Mais c'est très versatile. Et puis, j'aime bien quand il y a de l'engagement en création. Voilà. J'aime bien quand il y a la nuance. J'aime bien, on a parlé des mots tout à l'heure. Je partage un truc que j'ai dit hier, justement, au restaurant, en parlant justement avec des communicants. Je dis, je trouve que notre secteur s'appauvrit. Voilà. C'est-à-dire qu'on a des éléments de langage où on commence, avec 300 mots, maintenant, on fait des campagnes sur tous les secteurs. Et je pense que c'est un des matériaux qu'il faut travailler, donc il faut essayer des choses, il faut avoir l'audace d'utiliser des choses qui ont toujours du sens. Voilà. On peut avoir de l'audace, on peut avoir de l'élan si, encore une fois, on a fait un travail stratégique qui est fort. Voilà. On aura les moyens. Oui. Vous voulez un... C'est vrai, Bonjour, merci pour la qualité de cette conférence. On est dans un monde qui change perpétuellement, même de manière exponentielle, notamment sur nos habitudes de consommation. Et donc forcément, certaines entreprises en pâtissent. Je pense notamment, par exemple, parmi tant d'autres, La Poste, qui doit changer par exemple son cœur d'activité au fil du numérique. Donc ils doivent sans cesse se réinventer sur leur activité. Sauf que beaucoup de ce que vous nous avez expliqué, c'est que la marque, en quelque sorte, c'était également un héritage qu'on alimentait tout le temps. Est-ce que c'est vraiment pertinent, encore, d'alimenter une marque, alors que pour certaines entreprises, le futur est un peu incertain, au titre même qu'on peut carrément changer complètement de l'activité même de l'entreprise. Forcément, si la marque n'est pas en phase, j'imagine qu'il va y avoir une grosse non-cohérence. Alors vous avez parlé d'investissement sur l'activation et sur la marque, qui pouvaient du coup peut-être être des balances à chiffrer suivant les périodes. Vous, comment vous conseillerez une entreprise qui aurait potentiellement un gros changement d'activité avec ces tendances sociétales? Comment vous feriez? Vous travaillez à la Poste ou pas? Moi, sur l'aspect plutôt stratégique, purement marketing hors créa, il y a déjà un élément essentiel, c'est que dans un repositionnement, dans une modification d'activité, votre image, votre nom, si vous décidez de le garder, puisque par exemple, vous pouvez aussi complètement arrêter ou changer, transformer. Mais dans le cadre de La Poste, par exemple, même si demain elle venait à évoluer, déjà elle évolue parce que les usages évoluent. Et j'espère qu'elle va savoir évoluer. Contrairement à Nokia ou Kodak qui n'avaient pas voulu évoluer, qui voulaient préserver son territoire et qui ont disparu, alors qu'ils étaient pionniers sur leur secteur. La Poste, elle a un ADN. La Poste, elle a un ADN de proximité, par exemple. Donc il y a des sujets qui sont liés à La Poste et on va ramener cet aspect de proximité qui vont toujours faire sens. Donc, quand on est dans un repositionnement par rapport à des services ou des produits qui évoluent, une des bases, c'est de voir si ces services et ces produits sont en lien avec l'ADN de la marque. L'intérêt d'avoir une marque forte, c'est qu'elle n'est pas tenue par ses produits. Je vais reprendre un exemple qui est cher à Grégoire et que tout le monde connaît, parce que j'utilise celui-là, il est facile, c'est celui d'Apple. Apple, aujourd'hui, Apple fait des ordinateurs, ils ont fait des lecteurs MP3 à l'époque, vous en avez peut-être eu des gros où on mettait toute notre musique, toute notre vie, des téléphones, plein de devices, des écouteurs, plein d'éléments techniques, du software. Mais demain, s'ils se lancent sur un autre secteur ou qu'ils ferment un de leurs produits, c'est pas un problème pour la marque. Parce qu'à partir du moment où vous avez une image de marque, une identité qui est forte et que vous pouvez vous y raccrocher, l'important c'est pourquoi vous le faites, comment vous le faites
Après, ce que vous faites, il faut juste que ce soit en ligne avec ça, mais vous pouvez demain décider, par exemple, et La Poste l'a fait, en jouant sur son ADN de proximité, de mettre en place les tournées de facteurs pour veiller sur les personnes âgées. Son ADN, c'est la proximité, c'est le facteur qui tous les jours est à votre boîte aux lettres. Alors maintenant, c'est tous les 2 jours, tous les 3 jours, ça dépend des endroits. Mais en tout cas, il y a cet ADN-là. Donc c'est justifié d'utiliser cet ADN pour ce produit. Si bien sûr, votre ADN, la façon dont vous le faites, n'a plus rien à voir avec les produits que vous commercialisez, alors peut-être que je vous proposerai de créer une nouvelle marque qui est détachée de la marque principale et qui va produire les produits qui sont dédiés. C'est par exemple, il y a des marques qui créent leurs propres concurrents. Il y a des marques, par exemple, dans la télé, dans les copieurs, qui existent. Il y a une maison mère et il y a 2 marques. Ce sont 2 marques qui font la même chose, sauf qu'en fait, ou alors légèrement différentes, mais on les a créées simplement pour se créer sa propre concurrence ou pour avoir un message différenciant qui peut toucher une autre catégorie de public. Alors on crée une autre marque. Ça, c'est possible aussi. Mais moi, j'en reviens toujours. C'est un peu classique de dire ça, mais j'en reviens toujours au patrimoine, à l'ADN de la marque. Et à partir du moment où elle permet d'évoluer sur les produits que vous avez décidé de commercialiser, il n'y a pas de souci à réutiliser cette marque-là. Je ne sais pas si ça répond en partie. Et moi, je compléterais un tout petit peu sur quelque chose, c'est effectivement, il y a la possibilité de créer une marque, etc. Et puis, il y a la possibilité d'être dans une stratégie de rupture. C'est-à-dire, effectivement, d'assumer le fait qu'il y a une histoire, il y a une histoire de marque et une société qui a toujours évolué avec son temps, et puis qu'à un moment, le temps a réellement changé, et donc il faut renommer l'ensemble. En gardant, et c'est ça qui est toujours intéressant, pour ça qu'on a parlé d'ADN, etc., en gardant des marqueurs, quelque chose, Julien citait la proximité, c'est quelque chose qui va continuer, mais pas tout. Et ça, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, le nom, si demain on travaillait sur le renaming de La Poste, on pourrait très bien trouver un nom complètement en rupture avec le passé, mais peut-être que dans la signature de la marque, peut-être que dans ces éléments de langage, on va rattacher des choses de l'histoire. Mais pour répondre très concrètement, la stratégie de rupture, c'est aussi une stratégie pour les marques. Il y a un rebranding qui est en cours aussi, et si vous écoutez un peu la radio, vous avez dû l'entendre largement, c'est la transformation de France Bleu en Ici. Alors on est encore c'est intéressant parce qu'on est dans une transition. À chaque fois que la marque est citée, on dit Ici, ex-France Bleu. Le problème des renaming, des changements, c'est que soit effectivement il y a une stratégie de rupture, et on fait un peu, on dit ce qui s'est passé avant c'était autre chose, maintenant on est quelqu'un d'autre. Mais souvent, pour garder et capitaliser sur la notoriété qui était la nôtre, on essaye de faire cette liaison, cette passation entre les 2 identités. Et ça, ce sont des chemins qui sont plus complexes parce que ça demande plus de temps, mais au fur et à mesure de l'adhésion, de l'adoption, on arrive à faire cette transition vers la nouvelle marque. C'est bon, on s'arrête là. Merci, je crois qu'on a dépassé le temps. Merci en tout cas pour votre écoute et le partage avec les questions.